You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, Animé par Allison Burns. JD Papillon. Et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Alors voilà, un autre épisode de Dirty Feet qui s'en vient. Donc, cette semaine, vous avez moi, Jean-Daniel Papillon. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec Lina Cruz, qui présente la pièce Imaginarium, Ne pas nourrir les animaux, à l'Agora de la danse. Lina va nous parler de beaucoup de choses. Elle va nous parler, entre autres, justement, de son parcours, bien sûr. Elle qui vient de la Colombie, mais qui s'est déplacée beaucoup avant d'arriver à Montréal. Et qui, justement, l'aspect communautaire qui est très présent dans la pièce. L'aspect nourriture qui est rassembleur également et plusieurs autres détails comme ça de comment elle a créé un petit peu ce groupement-là sur scène pour sa nouvelle pièce de groupe. Et ensuite, on va avoir Caroline Gravel qui vient nous parler de son solo qui a d'abord été présenté dans l'ancien espace du Judson Church Theater, donc présenté par Dance Space New York. Et c'est un solo qui a énormément évolué depuis. C'est un solo qui est très personnel pour elle. Elle s'est vraiment concentrée sur sa propre corporalité, sur tout ce qui a fait d'elle la bougeuse qu'elle est maintenant. Donc ça va être un épisode très intéressant avec deux femmes très articulées et intéressantes. Bonjour tout le monde, bienvenue au 114e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit la chorégraphe Lina Cruz qui va présenter une nouvelle création à l'Agora de la danse à Montréal bien sûr, les 21, 22 et 23 janvier à 20h. Donc c'est une production de Fila 13, la compagnie de Madame Cruz, et le nom de la pièce s'appelle Imaginarium, ne pas nourrir les animaux, avec un point d'exclamation à la fin, ce qui est bien important. Donc tout d'abord, bonjour Lina, vous allez bien aujourd'hui? Oui, merci. Oui, j'adore le titre de votre émission. Merci. Je me questionne à chaque jour sur le choix du titre qu'on a fait, mais je pense qu'il y a de quoi de très intéressant dans le titre. Donc, Madame Lina Cruz, cette nouvelle pièce-là, c'est une nouvelle création que vous faites, c'est une pièce de groupe. Ça va être une soirée complète à vous à l'Agora de la danse. Oui. C'est la première pièce de groupe que vous présentez à Montréal depuis 2010. Oui. Donc, ça fait 4 ans. Oui, ouais, c'est ça. À Montréal, ensuite, c'était Soupe du jour à l'époque. Puis on l'a présenté ailleurs aussi par la suite. Et j'ai fait des solos aussi. Donc, vous avez fait des solos beaucoup dans le milieu des maisons de la culture. À Montréal, avant oui. L'épisode. Oui. Donc, ça, en fait, cette pièce-là, le retour au format de groupe après 4 ans depuis la dernière nouvelle création. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous avait amené originellement à avoir le besoin de faire une pièce de groupe, une création de groupe? Ben, en fait, j'ai fait beaucoup de solos pendant très longtemps, de 10-15 ans, dont des créations pour moi-même. Ensuite, j'ai passé à des formats en duo et c'était logique. D'un côté, j'avais besoin d'arrêter de danser moi-même et de me concentrer sur la création et aussi d'explorer le format de groupe, que c'était quelque chose que je ne faisais pas beaucoup. Et ça a commencé de cette façon. Donc, celle-ci est ma 3e pièce de groupe. Donc, je découvre comment je travaille avec des groupes. Et cette fois-ci, c'est souvent ça, c'est un format de 5 à 6 danseurs avec 1 ou 2 musiciens. Donc, cette fois-ci, c'est 5 danseurs, 2 musiciens. Et c'est une coproduction avec l'Agora de la danse et on est en résidence 2 semaines avant le spectacle, qui est vraiment une belle façon de commencer l'année. Donc c'est ça, votre résidence a commencé tout de suite après le jour de l'an, après le début de l'année? Oui, exactement. Donc, toutes les fêtes étaient vraiment pour se reposer plutôt que pour fêter, pour prendre l'énergie. Et vous avez eu beaucoup de temps tout de même? La création a commencé il y a combien de temps environ sur cette pièce-là? Ben, ça a été un long processus pour
des questions pratiques, il y a toujours l'organisation de disponibilité de tout le monde, puisqu'il y a 2 danseurs de Québec, une danseuse de Toronto, puis 2 danseuses d'ici, plus moi aussi mes autres projets. Donc, faire coïncider tout ça avec aussi les subventions qu'on cherche, qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas, qu'il faut le redéposer, chercher à nouveau, et plus l'organisation aussi de la programmation de l'Agora de la danse. Tout, pour faire ça, que ça marche, ben, ça a pris plusieurs années et à une petite période. Par contre, c'est pas 3 ans de travail continu, mais ça a commencé en réalité en décembre 2011 et en 2012, j'ai commencé à explorer ces personnages qui s'appelle Tartarughe, qui veut dire tortue en italien. C'est les personnages qui habitent cette pièce. J'ai commencé à les explorer à Toronto pour une courte pièce pour Toronto Dance Theatre. Et à partir de là, ben, j'ai continué par la suite à développer des histoires avec ces personnages. Et en fait, ces personnages-là, est-ce que c'est quelque chose qui revient de pièces antérieures? Est-ce que c'est un élément que vous aviez déjà commencé à explorer? Est-ce qu'on peut retrouver ici un peu une continuité avec des anciennes pièces qui avaient été créées? Je pense que oui, sauf que disons que le look qu'ils ont, c'est très différent. Mais il y a une continuité d'abord parce que, comme j'avais dit tantôt, je ne sais pas si pendant qu'on parlait avant ou en enregistrement, les pièces des groupes sont souvent présentées comme une petite société et 5 ou 6 danseurs. Donc c'est le format est le même, l'atmosphère des tribales ou de communautés est toujours là. Donc dans ce sens-là, ils sont connectés. C'est toujours une atmosphère surréaliste, un peu futuriste, un peu archaïque. Donc, dans ce sens-là aussi, il y a une continuité. Bon, la précédente, ça s'appelait soupe du jour, puis il y avait une soupe à la fin. Ici, il y a un steak. Alors, il y a de la cuisine aussi. Il y a le restaurant, je sais pas. Mais cet aspect-là, justement, au niveau de la nourriture, ce qui est très rassembleur. C'est ça. Pour vous, en fait, qu'est-ce que ça représente, toute cette idée-là d'une communauté qui se rejoint malgré probablement des différences à travers les membres de cette communauté-là? Exactement. Pourquoi c'est important pour vous de montrer un peu cette variété-là d'un tout, d'un élément commun, d'une certaine façon? Mais parce que la variété, c'est-à-dire, en réalité, c'est juste un reflet de qui nous sommes. On est tous... on n'est pas si différents que ça, mais on a des nuances qui semblent très marquées. Je pense qu'au fond, on n'est vraiment pas très différents les uns des autres, mais en apparence, oui. Et dans ce sens-là, les danseurs aussi, j'essaie aussi d'avoir des danseurs qui sont très différents les uns des autres, justement pour refléter un peu la variété dans la société. C'est sûr que dans ma pièce, c'est une société des 7 personnes, donc la variété est limitée aussi. Et puis, la nourriture, c'est ce qui donne origine à toute l'organisation de la société, c'est clair, parce qu'on a besoin de manger, puis c'est qui contrôle la nourriture, et comment on fait pour avoir de la nourriture, comment on organise la société pour que tout le monde puisse manger. Enfin, c'est essentiel. Il y a un aspect un peu discordant au niveau de ce que vous dites en ce moment et le titre, donc je suppose qu'il y a une certaine source d'ironie dans le titre avec ne pas nourrir les animaux alors que c'est à propos de ça. De quelle façon est-ce que ce côté ironique-là ou ce jeu avec les attentes-là vient propulser votre création, vous direz? En réalité, cette phrase, c'est beaucoup utilisée dans les zoos. Ne pas nourrir les animaux, mais en même temps, ils te vendent de la bouffe. Donc, il y a déjà toute une contradiction là. C'est sûr qu'ils veulent pas qu'on leur donne de la crème glacée ou des chewing-gum. Donc, c'est normal qu'ils veulent contrôler. Mais pour moi, ça fait appel aussi à ce contrôle, le contrôle qu'ils veulent avoir. Et quand on regarde les animaux, pour nous, c'est aussi un miroir. C'est des petites sociétés installées
sais, quand on va dans le zoo, on voit, là, ils sont 5 ou 7 singes, 5 ou 7 lions. Ils font quoi? Tu sais, puis nous, on leur jette de la bouffe, mais c'est de la bouffe qu'on a acheté, sinon on peut pas leur donner. Donc c'est dans ce sens-là aussi que c'est comme dire on doit les nourrir, on doit nourrir la société, mais on contrôle aussi comment et qui peut manger ou qui peut nourrir, etc. Mais tout ça, cela dit, la pièce n'est pas linéaire, c'est pas une histoire linéaire, ça n'a pas un message particulier. C'est juste nuancé par cette notion. Tout ce que vous venez de dire, en fait, il y a un certain gros parallèle qui se fait avec le milieu de la danse ou des arts performatifs en général. Donc, avec le public qui est à l'extérieur, qui observe, qui regarde, qui nourrit d'une certaine façon, mais qui cherche également à recevoir beaucoup de divertissement. Oui. Est-ce que c'est un peu ce parallèle-là qui vous a amené vers ces questionnements-là à la base? Est-ce qu'en fait, il y a un côté méta, juste pour reformuler ma question, est-ce qu'il y a un côté un peu méta et critique de l'art de performer, de l'art de présenter quelque chose sur scène à un public? Je sais pas si exactement de cette façon. Ce que je pense, c'est que il y a encore un mépris envers les animaux, en même temps qu'on est fasciné par eux, puis on les aime. Et on croit qu'un animal, c'est moins qu'un être humain. Donc, dans ce sens-là, il peut y avoir toutes sortes de métaphores. Et ne pas nourrir les animaux, ça peut être pour les protéger, comme je disais, mais c'est aussi pour les mépriser, pour dire s'ils le méritent pas. Donc, dans ce sens-là, est-ce que, je parle pas du public exactement, mais comment la société voit les artistes? Donc, là, il peut y avoir une petite métaphore, peut-être. Je dirais pas nécessairement le public, mais la société en général. On sait qu'il y a eu des histoires, c'était quoi la chaîne de, oui, c'est ça. Avec Sun News TV. Donc, dans ce sens-là, il peut y avoir une petite connexion, oui. En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous-même, votre parcours est différent de ce qu'on voit souvent dans le milieu de la scène montréalaise. Donc, vous venez pas originellement de Montréal. Vous avez fait un gros détour, en fait, avant d'arriver à Montréal. Donc, est-ce que vous pourriez me parler un peu de votre parcours? Vous me disiez que vous venez de la Colombie originellement, mais vous avez quitté la Colombie même très tôt pour entamer cette carrière-là en tant qu'interprète. Donc, est-ce que vous pourriez dire un petit peu justement de tout ce roundabout, ce chemin-là que vous avez fait? Ben, c'est une longue histoire. Hein. J'ai 57 ans, donc ça fait 40 et je sais pas combien d'années que je ne fais que de la danse. Quand j'ai quitté la Colombie, j'avais 16 ans. Et j'ai quitté pour étudier la danse en Espagne, sauf que étudier la danse, ça voulait dire 10 heures par jour. Et très, très vite, j'étais engagée dans une compagnie comme apprenti, mais un apprenti qui est déjà sur scène, genre à 2 mois d'étudier. Donc, j'ai vraiment commencé à étudier et à être sur scène à 16 ans. Et depuis, c'est la seule chose que j'ai fait. J'étais en Espagne 20 ans, plus d'autres petites périodes. J'ai aussi circulé un petit peu en Europe et à New York aussi. J'ai fait 2-3 périodes avec des bourses d'études puis des projets indépendants. Et par la suite, j'ai commencé à entendre parler de Montréal beaucoup dans la fin des années 80, début 90. Et j'étais déjà, j'avais 32 ans, je pense, puis j'avais besoin de quelque chose d'important. C'est un âge où beaucoup de danseurs quittent la danse parce que d'un côté, on a besoin de mûrir comme adulte et d'un autre côté, il y a tous les problèmes financiers, c'est clair. pas juste financier, mais c'est quand même aussi un milieu qui est encore limité dans le sens qu'il y a beaucoup d'artistes et peu d'occasions de soit engagés comme danseurs ou de présenter ses créations. Donc, il y a ça aussi que l'offre et la demande est très déséquilibrée. Donc, dans ce questionnement-là, je voyais Montréal comme un must que je devais découvrir avant de prendre quelque soit de décision par rapport à
quitter la danse, chose qui n'était pas très claire. Vraiment, je ne me voyais pas quitter la danse, mais c'est pour ça que je suis venue ici. J'avais entendu dire qu'il y avait d'ailleurs, une créativité très particulière et puis beaucoup de travail indépendant, individuel. C'est-à-dire qu'un artiste en danse pouvait être comme un peintre qui fait ses propres toiles au lieu d'avoir obligatoirement de faire partie de toute une organisation. Et je suis venue ici et j'ai trouvé exactement ça et j'étais très heureuse d'avoir pris ce risque quelque part parce que commencer à 0 à 32 ans, c'est pas facile. Non, j'imagine. Hein? Cet aspect voyageur-là de votre travail, est-ce que vous sentez que ça vous a beaucoup enrichi au niveau de votre créativité maintenant? Parce que vous mentionniez tantôt, vous êtes allé chercher des artistes qui ont des parcours ou peut-être des personnalités différentes et vous êtes allé les chercher dans 3 villes différentes. Donc, certains d'entre eux viennent de Québec, certains de Montréal, certains de Toronto. Pour vous, avoir un peu ce côté non, je sais pas le bon mot. Multicitadin. Ouais, multicitadin ou en fait qui est riche d'expériences variées, diverses, cette diversité finalement. Ça se peut, mais j'aurais pu aussi les trouver ici à Montréal. À Montréal, il y a des danseurs qui viennent de partout. Donc, oui, ils peuvent apporter une certaine richesse, mais moi, je le fais vraiment parce que ça fait plusieurs années que j'essaye de stimuler les collaborations et les échanges entre Toronto, Québec et Montréal. C'est long, c'est pas facile, et puis en plus, c'est plus cher que travailler avec les gens qui habitent la même ville. Mais je trouve ça important parce que le pays est très grand, mais les villes sont très isolées et les communautés artistiques sont isolées aussi. Donc, ça, c'est la vraie raison pour laquelle j'essaye d'avoir des interprètes de Québec et de Toronto. Je dirais plus loin, mais là, ça serait encore plus compliqué si à chaque fois, je voulais avoir quelqu'un de Victoria ou de Rouyn-Noranda, je sais pas. Et pour revenir un petit peu à la pièce, donc Imaginarium ne pas nourrir les animaux, une des descriptions en fait qu'on retrouve dans le communiqué de presse, c'est le côté délire. Vous avez mentionné vous-même le côté surréaliste de votre approche à la création. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire exactement de ce côté-là? J'aime beaucoup les rêves. Je suis fascinée par les images qu'on peut avoir dans les rêves qui semblent ne faire pas de sens et qui, au fond, on les accepte parce que ça existait dans le rêve. Donc, on les accepte parce qu'on dit, c'est pas réel, donc, why not? et dans ce sens-là, j'essaie dans le travail de me laisser aller dans une certaine liberté. Et c'est ça qui peut être traduit comme un délire, justement. Et au niveau du jeu entre cet aspect surréaliste-là, cet aspect plus délire, plus rêve, mais les réalités pratiques en fait de la scène, de présenter sur scène, des limites du corps, des limites justement de ce qui peut être juste au niveau financièrement, au niveau de la scénographie. Exactement, le temps. Comment vous jonglez avec tout ça en fait pour essayer d'aller représenter cet univers-là surréaliste, cet univers-là qui tient au rêve? Oui, c'est une superbe question parce que on est limité, c'est clair qu'on est limité, donc il faut être très pratique en même temps que delirious. C'est une question d'organisation, il faut faire des choix, il faut laisser tomber des idées parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le budget ou ça marche pas. S'il y a des choses qui marchent mieux dans une salle que dans une autre, donc il faut avoir déjà en tête une alternative, si jamais ça marche mieux, une autre. Donc faire des choix dernière minute quelque part. Il faut être très pratique, c'est ça, puis être prêt à accepter ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et au niveau de l'espace, comme vous avez mentionné, il y a eu une résidence de 2 semaines, ce qui est très bien dans un espace comme ça parce que faut d'une certaine façon apprendre
comment dire? Apprivoiser. À l'apprivoiser, Mhm. exactement, c'est le mot que je cherchais, merci. C'est un espace dans lequel vous avez présenté, mais à chaque fois, l'espace va être différent, l'énergie va C'est être différent. différente. C'est sûr que c'est différent selon la pièce, c'est sûr. C'est très différent. 2 semaines, c'est un luxe. Comme je disais tantôt, on apprécie énormément. Ça veut pas dire qu'on a réussi, mais ça aurait été pire si on n'avait pas eu ça. C'est comment installer une pièce dans un espace. Ben, c'est essentiel. C'est le cadre. Surtout quand on veut établir un univers qui est comme on disait, un petit peuple. Ben, le terrain est la scène. Donc, ouais. Puis, dans le côté pratique aussi, parce qu'il y a la scène, mais combien de temps, de budget, etc., on a pour transformer la scène? Peut-être pas beaucoup, donc de quelle façon on le fait? Il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, avoir 2 semaines, c'est fantastique. Ouais. Et un espace comme ça, un espace comme l'Agora qui peut être pas traumatisant, mais des fois qui peut faire peur un peu aux artistes, aux interprètes aussi, aux chorégraphes, parce que c'est un black box qui est avec des plafonds très hauts, Oui, c'est vrai. qui est un grand espace qui peut sembler difficile à combler, parfois ça peut être difficile de remplir l'espace pour certains. Avec une pièce de groupe, c'est moins difficile probablement qu'avec un solo. Par contre, cette peur de ne pas assez remplir l'espace revient souvent quand on en parle. Pour vous, exactement, est-ce que c'était une crainte ou est-ce que vous vous êtes dit non, au niveau du corps, le corps va remplir, la théâtralité va remplir, la scénographie va remplir? Non, je le tiens en compte. J'essaie de tenir en compte toujours les différents espaces. Avec l'Agora, c'est sûr que particulièrement, oui, le plafond est haut, mais je crois souvent la projection, c'est sûr que la projection des artistes sur scène est importante, et si on inclut dans la projection qu'il y a, tu sais, que le ciel est très haut. Donc c'est un petit village avec un ciel très très haut. Non, ça va. Puis au niveau de la scénographie, vous avez mentionné que bon, on essaie de voir dans cet espace de temps qu'est-ce qui va être possible. Pour vous, l'espace scénique va avoir l'air de quoi, juste? C'est très simple, en fait. C'est très simple. C'est les formes, les compositions et les éclairages qui font surtout les images. Oui, un peu comme dans un rêve. C'est assez simple. Il y a un petit coin du piano avec des instruments, puis il y a un balcon pour une chanteuse, quelques miroirs par terre, peut-être le reflet de l'humanité puis de l'animalité. C'est tout. Et des tasses de thé. OK. Je vais revenir aux tasses de thé plus tard, mais vous avez également dans cet espace-là des musiciens qui vont performer live, si je me trompe pas. Oui. Et qui vont aider justement à combler l'espace. Oui. Et il y a Philippe Noireau au piano et percussion, objet qui est percussif. Et puis, il y a une chanteuse, une mezzo-soprano, Ghislaine Deschambault, qui participe avec sa voix, mais avec aussi des petits instruments, des petits sons. Et les danseurs qui participent au son et aux voix aussi. Donc, il y a tout ça qui se mélange avec des tracks préenregistrés. Donc, il y a une sonorisation sur scène aussi. Pas juste pour les musiciens, mais sur la scène. Et au niveau de la création avec les artistes, est-ce que il y a le jumelage du son et du mouvement a été facile à faire? Est-ce que vous aviez beaucoup de temps pour amener les musiciens et les danseurs en studio en même temps? Comment vous avez travaillé justement ce... Oui. La plupart des fois, la plupart des répétitions ont été faites avec Philippe Noireau, surtout. Ghislaine, la chanteuse, elle est venue plus tard. Mais on commence assez tôt à travailler le son intégré au mouvement pour évaluer si ça marche pas, si on pourrait l'entendre sur scène ou pas, si ça leur permet aux danseurs de bouger en même temps qu'ils font un bruit ou un son. Et parce que ça nourrit les personnages aussi, évidemment. Et ces personnages-là, est-ce qu'ils ont été élaborés un peu à partir des personnalités même des danseurs? Comment vous avez développé ces personnages-là et cette théâtralité-là? Ouais, ça c'est difficile à dire d'où ça vient, parce que
J'ai aucune Ça vient des idée. rêves. C'est ça. Je pense que ça vient des rêves que je n'ai même pas dans ma mémoire. Mais ben ils sont non, c'est pas sur leur personnalité. J'ai cherché quelque chose qui soit un peu urbain, mais aussi futuriste et asexué aussi. Un peu aussi animal, être humain, un peu machine, mais pas trop. C'est un peu android aussi, un petit peu. Et qui puisse aussi représenter tant l'homme que la femme. En fait, ils ont vraiment pas de sexe, mais ils représentent les êtres humains autant que les animaux qui sont pour la plupart mâles ou femelles. Il y a très peu d'animaux qui ont un seul sexe. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils sont eux-mêmes, ils ont pas de sexe, mais ils représentent toutes sortes d'animaux et les êtres humains. Et puis, comme on disait tantôt aussi, l'ambiance est futuriste, mais elle est archaïque aussi. Et à partir de là, j'ai créé le personnage que j'appelle Tartarughe, qui veut dire tortue en italien. Je suis fascinée par ce mot et par les tortues aussi, qui sont très lentes et qui symbolisent la sagesse aussi. Mais c'est sûr que ces tortues-là, les tartarugues, les danseurs, ils sont un peu sages, mais ils sont aussi très fous, puis désordonnés, puis bordéliques, agressifs, paresseux. Mais ils sont sages aussi. C'est des êtres qui savent apprécier chaque instant de la vie et la paix intérieure. C'est là où vient les tasses d'été. D'ailleurs, leur tasse d'été est vide, ce qui est un symbole de sagesse. C'est dans la tasse vide qu'on trouve le calme. C'est pas quand elle est pleine, mais quand elle est vide. Donc il y a toute cette symbolique avec laquelle on a joué. Quand on voit, c'est un personnage qui est très rambunctious et qui d'un coup peut être aussi doux, ludique, et tendre, naïf, sage. Ben c'est ça, c'est nous-mêmes aussi. On est comme ça. Donc, on a répondu finalement pour les tasses de thé un peu. Cette inspiration-là des tasses de thé, par contre, ça vient d'où? Est-ce que c'est un élément que vous aviez déjà utilisé ou que vous voulez utiliser depuis un certain temps? Non, je sais pas. C'est moi j'aime beaucoup le thé, mais il y a aussi la forme de la tasse. Je crois que c'est un symbole qui a été utilisé depuis très longtemps, comme un symbole de luxe, mais aussi de méditation. Tu sais, l'heure du thé, c'est quelque chose de recueillement, mais ça représente aussi un luxe, les gens qui prennent le thé, ou un peu snob. Donc, j'aime tout ce qui peut avoir une ambivalence. Donc, la tasse de thé, définitivement, elle est ambivalente. Et il y a un côté très domestique aussi au thé, d'une certaine façon, vraiment de ce qui ramène les gens ensemble, de quelque chose de réconfortant, de chaud. Exactement. C'est ça. C'est ça, la tasse vide représente aussi que le plus intérieur de ton être est là dans la tasse, parce que on se recueille dans une tasse de thé. C'est ça, c'est réconfortant. Bon, le café aussi, mais pour changer un peu de sujet, vous m'aviez mentionné avant l'épisode que vous avez présenté beaucoup récemment dans les maisons de la culture. Oui. Puis un peu pour garder ce sens-là de communauté rassembleur, cette expérience-là pour vous de présenter dans les maisons de la culture votre travail, c'est comment est-ce que vous le vivez? Parce que c'est une opportunité qui peut être très riche au niveau du partage, de la danse. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu de cette expérience-là? Oui, ça fait des années que je présente mon travail. Je pense que tout ce que je fais a été présenté dans les maisons de la culture. Et j'aime beaucoup ces publics. D'abord, pour moi, c'est important d'avoir un public qui n'est pas habitué à la danse. Il y a comme une certaine réalité qui s'installe et j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir
les rejoindre. Bon, rejoindre, je ne sais pas si je les rejoins toujours, mais au moins on est là ensemble. Parce qu'autrement, peut-être que je ne saurais jamais la plupart des spectacles qu'on présente dans ce qui est le circuit de la danse. Ben, c'est déjà un public qui est habitué à voir de la danse, ou souvent des gens qui font partie de mon propre milieu. Et dans les besoins de la culture, il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et c'est toujours intéressant de voir comment ils réagissent. Et ce que je constatais au long de toutes ces années, c'est que au fond, la danse contemporaine n'est pas si inaccessible qu'on le pense. Et souvent, les gens ont peur de venir à un spectacle de danse parce qu'ils savent pas de quoi il s'agit, puis il faut payer un billet, donc ils hésitent. Mais dans les maisons de la culture, comme c'est gratuit, ben ils vont, puis ils réalisent que finalement, ben ils comprennent, ils apprécient, ils ont un bon moment. Et on a des discussions. La plupart des fois que je fais des spectacles, il y a une discussion après. Et c'est très touchant justement de voir qu'on est accessible, que la danse contemporaine est accessible. Mais avant tout ça, pour le rappeler à tout le monde, on va pouvoir vous voir très bientôt. Donc, en fait, cette semaine, oui, à l'Agora de la danse. Donc, pour rappeler à tout le monde, ça va être présenté à l'Agora de la danse à Montréal, bien sûr. La pièce Imaginarium, Ne pas nourrir les animaux, par les productions Fila 13 avec la chorégraphe Lina Cruz. Ça va être présenté le 21, 22 et 23 janvier à 20h. Ouais. Donc, Lina, merci énormément d'être venue nous parler aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci. Puis j'espère que les gens vont venir comme s'ils allaient à un zoo. Mais il faut pas oublier de ne pas nourrir les animaux. Non, pas de cacahuètes, donc. pas de chewing-gum. Merci beaucoup, Lina. Merci. Et donc, on va aller à une pause juste avant qu'on se quitte. Lina, est-ce que vous pourriez introduire l'extrait musical qu'on va entendre? Oui, l'extrait, c'est un collage des tracks, des pistes enregistrées, préenregistrées qu'on utilise dans le spectacle. Donc, ça donne une idée de plusieurs sections du spectacle. Et c'est composé par Philippe Noireau. Oui. Parfait. Tout animal a droit à des vacances, à condition qu'elles soient douloureusement courtes et fatigantes. Nul ne sera attaché à son maître, sauf si c'est son maître qui en décide. Bonjour tout le monde, donc bienvenue du Saut. On va continuer maintenant avec Caroline Gravel, que plusieurs d'entre vous connaissent probablement avant tout comme interprète. Elle a dansé pour beaucoup de gens, on va la laisser en parler un peu par elle-même. Mais là, elle nous présente en fait sa propre création, qui est un solo sur elle-même. Une création en fait qui vit depuis quelques années déjà, qui a
passé à travers différentes itérations qu'elle avait présentées, entre autres, au Judson Church Theatre, qu'elle avait présenté à Vancouver, qu'elle avait présenté à Montréal, mais plus dans un format work in progress, et qui maintenant va être présenté cette semaine à Tangente, dans le cadre d'une soirée partagée avec Sarah F. Grant, qui va présenter le Guillaume Lambert Show, et Caroline va présenter, elle, sa pièce qui est « Ma mère est un homme alpha ». Donc ça va être, en fait, cette semaine, comme on disait, les 22, 23 et 24 janvier à 19h30 et le 25 janvier à 16h. Donc, tout d'abord, bonjour Caroline, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Donc, cette pièce, bon, comme je disais un peu en commençant, beaucoup de gens vont te connaître avant tout comme interprète. T'as dansé pour beaucoup de gens, t'as dansé pour des chorégraphes assez variés. Qu'est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, justement, en tant qu'interprète? Mon parcours en tant qu'interprète, disons que j'ai commencé à danser vraiment professionnellement en 2002 à la sortie de mon baccalauréat en danse contemporaine que j'ai fait à l'UQAM. J'ai travaillé avec Marie-Julie Asselin qu'on a un peu oublié parce qu'elle a un peu quitté la chorégraphie, mais qui était au départ dans le Carpe Diem, Emmanuel Joute et toute cette belle gang-là. J'ai dansé pour Frédéric Gravel, qui a été un collègue de mes études, qui était étudiant à la même époque que moi. Donc, Frédéric Gravel, que j'aime beaucoup. Je danse plus récemment pour Catherine Godet, qu'on connaît pour ses pièces « Je suis un autre » et sa plus récente pièce « Au sein des pleurettes vertus » qui a été présentée au FTA la saison dernière. Jean-Sébastien Lourdet, qui est un chorégraphe avec qui je collabore aussi assez souvent. Daniel Léveillé, avec qui j'ai dansé, la compagnie avec qui j'ai dansé pendant 4 ans. Qui d'autre? Andrew Turner, qui présente aussi bientôt à Tangente en mai. Et une nouvelle collaboration cette année, Jacques Poulain-Denis, avec qui j'ai beaucoup de plaisir en ce moment. Voilà, c'est pas mal ça. Comment dire, mon parcours d'interprète. J'ai été formée en danse classique au départ. Puis à un moment donné, c'est ça, j'avais envie d'un autre type de corps, de vivre mon corps autrement finalement. Puis c'est ça qui a fait que j'ai exploré davantage la danse contemporaine et que là, finalement, de fil en aiguille, j'ai fait mon bac à l'UQAM en danse contemporaine, pratique artistique, donc en interprétation. Voilà. Et tu mentionnais aussi, quand on discutait avant le début de l'entretien, que t'avais fait un peu de chorégraphie tout de suite après être sorti du bac à l'UQAM. T'avais fait un petit peu de chorégraphie à ce moment-là, et ensuite t'es vraiment embarqué dans le cycle de l'interprète. Qu'est-ce qui maintenant, pour Ma mère est un homme alpha, qu'est-ce qui s'est mis en place pour te ramener vers ce désir-là de chorégraphier ce solo-là? En fait, je peux te corriger, c'est Ma mère est un mâle alpha, pas un homme. Qu'est-ce que je dis? Oui, ma mère est un mâle alpha, un homme alpha. Ouais, ma mère est un mâle alpha, pour qu'il n'y ait pas de confusion. En fait, c'est une opportunité. C'est une pièce qui a été commissionnée par Noémie Solomon et Jen Joy du Dance Space à New York. Noémie, c'est une connaissance qui est revenue à Montréal, qui a recommuniqué avec moi. Et puis, c'est ça, c'est une opportunité et puis qui s'est présentée à moi. On m'a demandé de chorégraphier un solo. Et puis, en fait, c'est ça, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça faisait quelques années que le désir de reprendre ce rôle du chorégraphe était présent. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai eu des opportunités de résidence, de fil en aiguille, ça s'est fait et puis le timing était bon pour moi de revenir en studio dans ce rôle-là de chorégraphe finalement. Et ça au niveau du en fait tu m'as corrigé sur le titre parce que c'est un titre qui est tout de même très évocateur, qui peut même fesser fort d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu pourrais me dire justement sur le titre, le concept, comment cette pièce-là t'est venue exactement? Le titre est arrivé presque en premier.
parce que ma mère, parce que aussi mes préoccupations en tant que danseuse, je suis très préoccupée par intéressée, préoccupée par le phénomène je dis de contamination, mais d'intercorporalité finalement. Je m'intéresse au phénomène à notre programmation génétique aussi, du fait que on est programmé génétiquement pour imiter les gens, les gestes qui nous entourent, puis on a très peu de contrôle sur cette faculté automatique là, si tu veux. Et puis en studio, ce qui se passait, c'était que j'essayais en tant que danseuse, j'ai des traces de plein de monde dans mon corps, des traces de plusieurs chorégraphes, mais j'ai aussi des traces qui sont familiales, hein, dans la manière dont j'ai de m'exprimer, dans la dynamique que j'utilise. Il y a des caractéristiques très familiale, et puis je me surprends en faisant la vaisselle, puis je vois ma mère dans mes mains, je me surprends à voir mon père passer dans une expression, à voir ma cousine passer dans une manière de lancer un bras. Moi je trouve ça fascinant, puis en même temps c'est ça. Ma mère est une personne que j'aime beaucoup, était très importante dans ma vie aussi. Ma famille est importante dans ma vie. Et puis je trouvais que c'était une manière pour moi d'aller exploiter un vocabulaire ou une manière de bouger qui était plus spécifique ou particulière à moi. Donc comment tu sais, c'est ça, essayer de brasser un peu toutes ces empreintes de professeurs, de chorégraphes qui ont habité, qui ont marqué ma manière de bouger ou de faire les choses, puis d'aller comme vers quelque chose qui était plus proche de l'ossature, disons, plus proche de la fondation de comment j'incorpore, comment embody myself. Ouais. Puis ça, au niveau de cette recherche à l'intérieur de toi-même et de trouver justement ces traces-là, un peu cet arbre-là généalogique du mouvement et des habitudes, est-ce que tu as trouvé des surprises, un peu des trucs que tu t'es dit, wow, j'aurais jamais pensé à avoir ça de cette personne-là, ou faire quelque chose de cette façon-là, mais à travers cette recherche intérieure? Ben en fait, c'est plus que j'aurais jamais pensé faire ça sur scène, là. Il y a des choses que je suis comme, tu vas vraiment faire ça? Ouais, ok. Tu sais, c'est toute la partie de plus assumer cette particularité-là ou cette manière-là, puis de transcender ça aussi, puis de l'amener à dans un espace poétique, parce que en tout cas pour moi la chorégraphie, c'est un peu un espace qui transcende. C'est un espace, c'est ça, poétique en quelque sorte. Donc c'est plus à ce niveau-là, je dirais, d'assumer puis de faire. C'est mon matériau, c'est le matériau, et puis on va transcender sa brutitude pour l'amener dans un espace qui va aller vers l'extérieur, là, aller vers quelque chose de plus universel, ou en tout cas qui pourrait auquel on peut s'identifier, même si on n'a pas les mêmes racines que moi, disons. Ouais. D'une certaine façon, est-ce que tu trouves ça difficile des fois, un peu de la même façon qu'on peut le faire avec notre propre famille, quand tu arbores justement ce matériel chorégraphique-là, de ne pas porter de jugement? Mais c'est un peu ça, de pas porter de jugement. Mais vraiment en création, même en interprétation, qui pour moi est de la création aussi, en création, il y a toujours, je dirais c'est le danger là de faire pour les autres au départ, ou en tout cas d'avoir cette préoccupation là. Je trouve que la préoccupation du regard des
autres est un empêcheur là. C'est sûr que c'est quelque chose qui est pas évident, qui revient constamment dans qu'est-ce que je suis en train de faire, une espèce de c'est ça de regard qui juge. Je pense que en tout cas pour moi c'est de rester au plus près de l'intention initiale, ou en tout cas de revenir toujours à c'est quoi que tu fais, c'est quoi que tu es en train de faire, puis d'essayer d'évacuer un peu ça, parce que pour moi c'est plus un empêcheur qu'un motivateur là. Puis pour revenir au titre un petit peu, il y a une question de genre qui est très présente justement avec la discordance entre ma mère est un homme alpha, puis en plus juste avec le terme alpha, il y a quelque chose de quasi lourdeau d'une certaine façon, tu sais le mythe justement du mâle alpha contre justement ce rôle-là de mère, il y a quelque chose de très agressif, de très dominant comparé à la mère qui justement est plus vue comme nourricière, protectrice. Ce clash-là, d'une certaine façon, wow, quel français, hein? Ce clash entre les titres, ou les attentions sociales, justement, sur ces deux rôles-là, pour toi, est-ce que c'était vraiment l'essentiel de ce que tu voulais observer? Est-ce que c'est un peu un byproduct qui est venu par après? Il y a une préoccupation, c'est mon mot aujourd'hui, sur le genre, justement, parce que aussi, une préoccupation sur le genre, d'abord parce que ma mère a comme une énergie assez mâle, là, puis c'est de l'où ça vient, là, cette espèce, c'est comme une dichotomie, c'est un peu paradoxal, la mère, le mâle, tout ça, machin, mais il y a quelque chose de vrai dans, t'as pas vu ma mère, mais si tu la vois, tu vas comprendre. Si tu la rencontres. Il y a quelque chose de ça, mais il y a quelque chose aussi, évidemment, on pense au genre, femme, homme, et puis, il y a un questionnement par rapport à ça dans la pièce, évidemment, et puis il y a aussi, mon Dieu, je suis en train de me perdre, mais il y a un questionnement par rapport au genre dans la pièce, dans le sens où, on est fille ou on est garçon, et puis c'est encore une fois je reviens à la contamination de comment on est aussi élevé garçon ou élevé fille, puis comment ça oriente un peu notre manière d'être dans nos corps aussi. C'est une construction sociale qui est imposée souvent à la base. Il y a une partie de construction dans les genres. Je pense que on peut s'accorder pour dire ça. Et puis après, c'est comment chacun vit sa personnalité en regard de cette construction-là. Donc oui, c'est un questionnement qui est présent dans la pièce. Et puis c'est un questionnement que moi j'ai personnellement aussi, là, évidemment. En lien avec toute cette idée-là de contamination, d'imitation, et puis de construction sociale. Puis avec ton parcours à toi, pour commencer en fait à venir plus au milieu de la danse classique, où ces rôles-là sont très clairement définis, est-ce que c'est quelque chose justement dans ton parcours, dans ta propre expérience en tant qu'artiste, tu t'es dit ou tu t'es senti tiraillé vers à sortir un peu de ce carcan-là? Comment tu as vécu ça toi-même justement? Parce que quand tu passes dans la danse contemporaine, c'est sûr que il y a une plus grande ouverture peut-être, en tout cas j'ose espérer, à sortir justement de ce corps genréfié-là. Ouais, c'est vrai que c'est drôle, j'ai jamais pensé à ça comme ça, mais c'est sûr que ma formation a une influence sur ma manière d'être, de machin, puis que mon désir de vouloir sortir de ce corps-là, parce que puis c'est vraiment ça, je n'avais plus de plaisir à vivre, à jouer un peu la Vierge éternelle, là, c'est un peu ça pour moi la ballerine, là. J'avais envie de me jeter par terre puis peut-être me rouler dans la boue comme les garçons, il y avait peut-être de ça, mais j'avais vraiment envie de c'est ça, de me jeter par terre, c'était ça
vivre mon corps autrement, avec un autre poids, puis il y a quelque chose de très éthéré, de très féminin dans la danse classique. Il y a c'est très yin à quelque part, là. En même temps, ouais, c'est très genré. Probablement, c'est sûr que ma formation a une influence, c'est sur ma construction. Ouais. Puis au niveau des chorégraphes pour qui t'as dansé, ce bagage-là corporel de maniérisme et tout ça, est-ce que tu sens encore à quel point tu le traînes? En fait, je peux pas dire non plus que ça a été que ma formation en ballet a été n'a pas été un outil qui m'a je veux dire ça m'a servi beaucoup, cette formation-là. Autant j'ai dû transformer ma manière de concevoir, parce que c'est deux manières de concevoir son corps puis de vivre son corps, ça c'est certain. Autant je peux pas renier ce que j'ai acquis non plus, parce que j'ai acquis des choses qui sont qui restent, puis dont je profite dans mon travail, comment dire. Ouais. Donc je peux pas renier cette formation-là, mais j'ai dû laisser certaines choses pour en acquérir d'autres. Puis un des éléments importants en fait dans la façon que la pièce est parlée par le diffuseur, en tout cas dans le texte comment qui a été c'est présenté. Exactement. Ouais. Un des termes importants selon moi, c'est le terme imitation que t'as toi-même mentionné. Ouais. Plutôt. À quel point est-ce que justement cet aspect-là est venu dans le côté plus pratique de la création, dans vraiment aller chercher du mouvement? Est-ce que tu t'es justement vraiment inspiré à regarder les membres de ta famille, à ramener ces éléments-là? Comment est-ce que tu as abordé la création physique de la pièce? J'ai procédé par body storming. C'est vraiment ça, c'est le terme le plus approprié pour le décrire, ce que j'ai fait en studio. J'ai travaillé à partir d'impulsions, de mettre de la musique, bouger, me filmer, me regarder, puis voir ce que je voyais, ce que je reconnaissais, puis je fais comme ça c'est Fred Gravet, ça c'est Normand Marcy, ça c'est telle personne, tu sais, c'est hallucinant comment j'arrivais, en tout cas, comme combien de personnes il y avait dans le studio avec moi, puis à un moment donné, c'était comme là, sortez. C'est comique, c'est vraiment en même temps, c'est ça, mais c'est ça, vraiment par impulsion. Le premier mouvement, le premier geste qui vient, musique, danse, je me filme, je me regarde encore, ok, ça, épuiser des patterns, épuiser pour enlever des couches, aller voir ailleurs, détourner certaines impulsions. Fait que c'est ça. J'ai vraiment body stormé. Puis cette pièce-là, si on le prend un peu comme un historique de la danse pour toi, au niveau de l'espace de présentation où ça a été fait la première fois avec le Dance Space New York, il y a quelque chose de très mythique là-dedans. Donc c'est l'ancien espace de Judson Church. Ouais. J'aimerais vraiment ça entendre. On en a discuté un peu, je me souviens d'une discussion qu'on avait eu à propos de ça, mais il y a de quoi de vraiment fascinant en fait dans cette expérience-là, parce que pour quelqu'un qui aime la danse, pour quelqu'un qui danse, on peut pas s'empêcher de un peu mettre sur un piédestal cet espace-là. Complètement. J'aimerais ça savoir justement comment tu l'as vécu, ça. Mais ça a été présent tout au long de la création, de savoir que puis je reviens un petit peu au titre aussi, ma mère, c'est ma mère avec un grand M, si on veut, tu sais, ma mère, la danse, tu sais, la danse, ça a été une mère, quelque part, pour moi, qui m'a nourrie depuis que j'ai 5 ans, que je cours les studios de danse,
c'est ça. Donc, la danse, c'est aussi ma mère est un mâle alpha. C'est quelque chose de, tu sais, la danse, c'est aussi quelque chose de très prenant, prenant positivement, mais de très exigeant. C'est quelque chose qui se pratique, mais au quotidien. La danse, c'est un art qui est exigeant, vraiment, à tous les niveaux, psychologiquement, émotivement, physiquement, je veux dire. Et puis là, c'est ça, Dance Space arrive aussi comme cette espèce de comme tu dis, ce lieu mythique qui a nourri nos imaginaires, a nourri nos pratiques, dans lequel a vu naître justement toute une génération de révolutionnaires, là, si on veut. Ben oui. Donc c'est ça. L'espace est aussi quelque chose de très présent. C'est une notion qui est très présente dans la pièce. À un moment donné, je le dis, this is the space, puis à Dance Space, this is the space, this is the space. Ça avait une résonance qui était aussi historique, là. On n'aura pas cette résonance-là probablement au Monument National, mais ça a pris une autre dimension, hein, en tout cas ça s'est transformé, tout ça, mais ça a été une expérience presque mystique. Le mot est un peu fort, mais quand même. Ouais. Ça nous rend humble, là, c'est comme, ok. Puis au niveau de ça, est-ce que tu sens encore un peu la résonance de cet espace-là en toi quand tu continues à travailler ton travail, puis justement tu disais que ça avait pris des détours un peu cette pièce-là récemment à travers la remanipulation de la pièce. Ouais. Est-ce que tu sens encore un peu vibrer avec ces résonances-là de cette expérience-là première? L'œuvre est toujours en évolution, puis tous ces moments-là font partie, je pense, restent imprégnés dans l'espace de l'œuvre. L'espace est devenu une notion aussi dans la pièce qui est importante. Donc, je sais pas, je fais peut-être un détour en disant que cet espace-là mythique est devenu aussi important en termes de notion. Donc, l'espace est une notion très importante dans la pièce où je suis, mon rapport à l'espace, la distance que j'ai avec, je disais la distance que j'ai avec mes parents, et l'espace réel et donc, l'espace en termes larges de notions est vraiment présent dans la pièce et demeuré. Peut-être que ça a pris ce détour-là. Mais c'est ça, on peut pas dire que ça n'a pas été important là, dans le travail. Bon, pour le monde qui sont pas en studio avec nous, c'est sûr que vous pourrez pas voir, mais Caroline, quand tu parles de ton travail en ce moment, il y a de quoi de hyper fébrile, tu gesticules énormément, tu as frappé le micro probablement 6 fois à date. Oui, c'est vrai. Est-ce que pour toi, à travers un processus comme ça, qui est un processus long, qui est un processus qui justement a pris des années pour se rendre à maintenant, est-ce que tu réussis toujours à trouver cette même fébrilité-là dans ton corps quand tu le travailles, ces mouvements-là qui ont développé et qui ont quelque chose de tellement inné? Est-ce que tu sens encore, tu sais, ça vient, là c'est moi qui gesticule, mais ça vient te chercher vraiment dans les tripes quand tu le danses? Ouais. Ben tu vois, justement, quand j'ai commencé la reprise, je m'ennuyais un peu. Peut-être, je suis vraiment confidence, là. Peut-être que c'est pour ça que j'ai eu besoin de changer des choses, pour la actualiser dans mon présent, dans mon corps, dans l'œuvre finalement, qui encore une fois demeure la même pièce, mais bizarrement ça demeure la même pièce, je dirais. Oui, avec la recréation, avec cette liberté-là que j'ai en tant que chorégraphe interprète de l'œuvre, grâce à cette liberté-là que j'ai de vraiment actualiser l'œuvre, oui,
suis stressée, j'ai peur, j'ai peur, mais je suis excitée en même temps, la fébrilité, ouais. Mais c'est ça, j'étais vraiment dans un OK, next, je passais les affaires, puis c'était comme oh, OK, next. Puis on a vraiment travaillé justement OK, non, il faut que les choses s'imprègnent, s'impriment. Les gens ils l'ont pas vu, ils savent pas de quoi tu parles, tu peux pas aller plus vite que le texte. Fait que je trouvais des moyens de garder cette fébrilité là vivante là, oui, c'est sûr. Bon, on en parle beaucoup, en fait, du format solo, c'est ta pièce sur toi-même. Par contre, cette création-là, elle vient pas juste de toi, elle vient aussi de tous les exemples que tu as eu auparavant, de tout ce background génétique-là et généalogique. Par contre, il y a aussi beaucoup de gens qui t'ont aidé à travers la création. Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, sur les différents collaborateurs avec qui tu as travaillé? Ben en fait, c'est ça, la recréation m'a permis de vraiment m'attarder à la lumière, comment vraiment l'éclairer. Et puis j'ai fait appel à Jean-François Bernier, qui est un support qui était vraiment génial. On a eu justement début janvier là, une résidence à la Maison de la Culture Mont-Royal, résidence pour vraiment travailler cette lumière-là. Puis on a réussi à développer un dialogue dynamique, fluide, tout ça. Je suis vraiment contente. Donc Jean-François qui fait aussi la scéno, il est vraiment il est l'homme à tout faire là, scéno, direction technique et conception d'éclairage. Et puis depuis le début de la création aussi, il y a Sophie Michaud qui me suit, qui est là comme je viens de le dire, justement depuis le début. Donc, elle a vraiment suivi tous les rebondissements qu'a vécu la pièce. Donc, Sophie, qui est conseillère artistique sur le projet, c'est les collaborateurs proches qui me soutiennent là-dedans. Ouais. Au niveau de la pièce, bon, on a mentionné beaucoup le corps. Est-ce qu'il y a également un aspect musical, sonore qui est apporté dans la pièce? Ah oui, il y a une trame, il y a une trame sonore. Moi, la musique, pour moi, c'est super important. C'est super important parce que ça m'influence tellement. On change la trame. Quand je travaille en studio avec d'autres chorégraphes aussi, la musique, là, ça porte tellement. Et le silence est aussi très un élément musical, sonore. Vraiment important pour moi, je trouve aussi, qui met en contraste, qui permet toute une atmosphère. Pour Maman est un mal alpha, je parle de collage sonore parce que j'ai vraiment remixé Mozart, il y a des sons de nature, des sons d'oiseaux, il y a un encanteur qui fait des envolées vraiment virtuoses. Donc c'est ça, c'est assez atmosphérique, mais non, en fait c'est pas le bon terme du tout. C'est vraiment plutôt c'est presque encore une fois cru, je dirais, autant que les gestes. Donc, juste pour rappeler à tout le monde, on parle avec Caroline Gravel de sa pièce « Ma mère est un mâle alpha » qui va être présentée à Tangente cette semaine. Donc, les dates sont le 22, 23, 24 janvier à 19h30 et le 25 janvier à 16h. C'est au studio Hydro-Québec du Monument National. C'est présenté en soirée partagée avec le Guillaume Lambert Show de Sarah F. Grant. Et avec nous, on avait Caroline Gravel. Caroline, merci énormément d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on va se quitter, en fait, avec un extrait, justement, de ce collage sonore-là que tu as manigancé. Merci. 74, half-sister, the female that just left again. 110 on her percent IMF ratio again, ladies and gentlemen. 75-pound birth weight, 74. 960. Troy, where you at? Now 75. 975. 85. 985. Go ahead. Now 1,000. Now 1,000, sir. 985, 1,000, on about 985, 1,000, 1,000, 985, 1,000. I sold them a 985, and that bidder number is 379.
Thank you, Heidi. Now 2,200. I'm bid 2,000, 2,200, 21, 2,100, 21, 3. Now what do you say? 4, 5. And now 25, 2,500, 600, 700, 2,700, 7. Now 700, 2,600, 7, 700, 800, 2,800. Don't know Troy. 27, 2,800. Don't know about tell me. 2,800, 27 to bid. 2,800, 800, now 9, 9, 29, 9, 3,000. 31, and now 2, 3,100, 3, 3,300, 4, 5, and now 35, on around 34, 35, 600, 600, 35, what about it again? 6, 3,600, 35, 30, got good taste anyway, 35, 3,600, I'm 35 with 12 now, 35, 3,600, on around 6 and 9, sold a bull, 3,500, sold him, 3,500. 340, 340 is the buyer. Thank you. Next pull into the ring. 2,100, 2, 3, concert. 2,400, 23, 4, 5, 2,500, 5, 6, and now 6, I'm 25, 6, 7, 700, 27, sir, 600, 7, and now 7, don't have you now in the phone booth, 2,700, bills in the lead, 26, 2,700, I'm 2,600, 27, what do you say, sir, you need a little more time, 2,700, one day sale, 2,700, 2,600, 700, 607, no sir, you're out, 2,700, 27, now 8, now 88, 2,800, now 9, and now 2,900, ask him again, now 3,000, 3,000, now 3,100, sir, and now 31, 31, 3,200, 32, 31, what about to get 2, and now 200, Bill Angel, what do you say, 32 Troy's in the lead, 31, 32, and now 3,200, 31, match running, 3,100, 200, and I sold the calf, 3,100, sold him at 3,100, Troy. Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.